Bonjour, et bienvenue à cette 5e leçon d'initiation à la programmation Arduino pour débutants. Aujourd'hui, nous allons réaliser un bar graphe à 10 LED. C'est quoi un bar graphe? Un bar graphe est un indicateur visuel de niveau d'un signal quelconque. On les retrouve sur de nombreux types de récepteurs grand public ou professionnels. Il peut avoir plusieurs utilisations. Pour n'en citer que quelques-unes, il peut afficher le niveau d'un réservoir, le niveau sonore, le niveau de la tension d'une pile, d'un panneau solaire, bref, il sert à indiquer visuellement le niveau de tout signal analogique reçu à l'une des broches d'entrée analogique de notre carte Arduino. J'ai décidé de le réaliser à 10 LED, afin d'obtenir un affichage en 10 paliers. Cela est plus facile à convertir en pourcentage de plus ou moins 10% par palier. Pour ce projet, 10 LED sont assignés pour afficher le niveau, et la LED bleue sert tout simplement à indiquer que la carte est sous tension. J'ai également ajouté un bouton poussoir qui servira à tester les 10 LED. Je dirais qu'il est facultatif, mais je voyais là une belle occasion d'ajouter un peu plus de contenu à cette leçon que je trouve un peu pauvre en nouveautés. En fait, dans cette 5e leçon, nous allons revoir des fonctions déjà vues dans les leçons précédentes, et quelques nouvelles fonctions. Quant à moi, je trouve ça bien de revoir des fonctions déjà vues, ça donne l'avantage de renforcer mes acquis. Oui, tu as raison. Surtout lorsque l'on débute une nouvelle formation, la répétition aide à mémoriser certains détails qu'on aurait tendance à vite oublier. En plus, ce sont des fonctions que tu reverras dans quasiment tous les programmes que tu voudras bien développer. Si tu le veux bien, revoyons rapidement chacune de ces fonctions. En commençant par la fonction pinMode. D'accord, la fonction pinMode, comme son nom l'indique, sert à assigner un mode à l'une des broches d'entrée-sortie analogique ou numérique. C'est vrai. Mais peux-tu m'en dire plus? Oui, bien sûr, à l'intérieur de ces parenthèses, on doit lui ajouter deux paramètres. Le premier précise le numéro de la broche à laquelle elle s'adresse, suivi d'une virgule, et le deuxième paramètre lui assignera le mode, soit d'entrée ou de sortie. Exact. Comment écrit-on ces paramètres d'entrée ou de sortie? Facile, le mode entrée est défini par sa traduction en anglais, input, tout en majuscule, et le mode sortie, par output, aussi en majuscule. C'est très bien, mais t'aurais pas oublié quelque chose? Bien non, je pense pas. Pourtant oui, tous les débutants font souvent le même oubli, et j'avoue que ça m'arrive encore trop souvent. Bien, dis-moi, qu'est-ce que j'ai oublié? Ce que tu as oublié, c'est de préciser qu'à la fin de chaque instruction, on doit impérativement la terminer en plaçant un point-virgule, à la fin de l'instruction. Ah, bien oui, c'est vrai, tu as raison. Il m'arrive encore souvent de faire cet oubli. La fonction suivante est digitalWrite. Cette fonction permet d'écrire une valeur high, ou une valeur low à une broche numérique. Ce qui veut dire, Ça veut dire que si la broche a été configurée en tant que output avec la fonction pinMode, sa tension sera réglée sur la valeur correspondante, 5 volts pour high, ou 0 volts pour low. c'est excellent. Maintenant la fonction suivante. AnalogRead. Celle-là est facile. La fonction AnalogRead permet de lire la valeur de la broche analogique spécifiée entre ces parenthèses. Elle s'applique aux broches d'entrée analogiques de A0 à A5. Ces broches peuvent lire un signal variant entre 0 V et 5 volts maximum, qui est converti en valeurs entières entre 0 et 1023. Maintenant, les fonctions serialBegin, serialPrint et serialPrintln. Ces fonctions servent à activer et afficher des valeurs dans le moniteur série. Facultatives, mais on les reverra quand même un peu dans cette leçon. Et bien sûr, la fonction delay. Cette fonction revient très souvent dans pratiquement tous les programmes. Elle marque une pause, dont le temps en millisecondes est précisé entre ces parenthèses. On la place au besoin avant, ou après une instruction. Un programme sans la fonction delay, c'est comme une gomme chiclette sans enrobage. Ou Tintin sans Milou. Ou Astérix sans Obélix. Oui, Popeye sans Olive. oui d'accord, je pense bien qu'on a compris. Ou Laurel sans Hardy. Bon d'accord, ça suffit, on reprend un peu de sérieux. Au cours de cette leçon, nous allons découvrir une nouvelle fonction. C'est la fonction map. C'est une des fonctions mathématiques qui permet d'effectuer des calculs. La fonction map contient 5 paramètres entre ces parenthèses. Le premier paramètre
est la valeur de la variable d'origine. Cette valeur sera remappée vers la variable d'arrivée. Les deuxième et troisième paramètres suivants sont un premier ensemble qui correspond à la plage des données de la variable d'origine. On y inscrit respectivement les valeurs minimales et maximales de la variable d'origine. Ensuite, les quatrième et cinquième paramètres suivants sont un deuxième ensemble qui correspond à la plage des données d'arrivée. On y inscrit respectivement les valeurs minimales et maximales de la plage des données d'arrivée. Si on prend cet exemple, disons que la variable d'origine s'appelle valeur 1, quelle est la valeur numérique de la broche d'entrée analogique A0 sur laquelle est connecté le curseur d'un potentiomètre? La broche A0 reçoit du curseur une tension variable de 0 à 5 volts qui est en nombre réel. C'est un signal analogique. Ensuite, un convertisseur analogique numérique convertit cette valeur analogique en valeur numérique pour être comprise par le microcontrôleur. Ainsi, la valeur analogique de 0 à 5 volts sera cartographiée dans une plage de 0 à 1023. Ce sont les valeurs minimales et maximales à inscrire dans la plage des données d'origine. Toujours en poursuivant cet exemple, la variable d'arrivée a été nommée valeur PWM. On devine facilement que cette valeur PWM sera destinée à une des sorties numériques ayant la fonction PWM. Or, on a vu dans les leçons précédentes que les sorties PWM n'acceptent que des valeurs numériques entre 0 et 255. Donc on se retrouve devant deux choix. Soit programmer une opération mathématique qui divise la variable d'origine par 4. Ou mieux, utiliser cette fonction map. Les deux derniers paramètres à ajouter sont les valeurs minimales et maximales qui délimitent la plage des données d'arrivée. La fonction map est très pratique. Par contre, il faut se rappeler qu'elle ne traite que des nombres entiers. Or, si tu veux une précision décimale à plusieurs chiffres après le point, ce n'est pas la fonction à utiliser. Il vaudra mieux programmer tes propres fonctions mathématiques. Par exemple, si tu prends deux nombres entiers, disons, 4 divisé par 3, le résultat sera égal à 1, non pas à 1,333. L'exemple suivant est utilisé dans le projet que nous allons explorer tout de suite après. Il utilise la fonction map pour remapper la valeur d'origine en pourcentage qui sera affichée dans le moniteur série. Bref, pour faire simple, je dirais que c'est un genre de convertisseur de données. Passons à la pratique. Je me dirige sur la page du simulateur en ligne et gratuit, Tinkercad, pour accéder au projet du jour. Cela me rappelle que dans la précédente leçon j'avais oublié de préciser qu'au bas de chaque vidéo, j'ajoute le lien, ou les liens de chaque projet présenté dans une leçon afin que tu puisses en télécharger une copie, et t'amuser avec dans ta propre session Tinkercad. C'est plus facile que de recopier entièrement tout le code. Comme on l'a dit au tout début, ce projet permet de réaliser un bar graphe à 10 LED. Dans ce projet, j'utilise un potentiomètre pour ajuster le niveau du bar graphe. Il est utilisé comme diviseur de tension variable. J'ai choisi un potentiomètre de 50 kΩ. Sa valeur importe peu. Qu'on utilise une valeur de 1 kΩ ou 1 mégaohm, ne change absolument rien à la tension prélevée à la broche du curseur. La seule chose que ça change, c'est la consommation en ampérage sur la source d'alimentation. Dans ce projet, j'ai ajouté une LED témoin. C'est la LED bleue. Elle n'a rien à voir avec la moindre fonction du programme car elle est branchée directement à la sortie 5 volts de la carte Arduino en passant par une résistance de 150 ohms pour la protéger en limitant l'intensité du courant qui la traverse. Dans les autres leçons, je plaçais la résistance de protection entre l'anode et la broche qui l'alimente en 5 volts. Ici, j'ai placé toutes les résistances de protection de chacune des LED entre la cathode et la masse. Cela ne fait aucune différence. C'est uniquement pour le côté pédagogique qui précise qu'une résistance de protection, qu'elle passe par l'anode, ou la cathode, le résultat est exactement le même. Aussi, dans ce projet j'ai ajouté un bouton poussoir. Il sert à faire allumer les 10 LED du bar graphe en même temps. C'est un bouton test. Il sert à vérifier si les 10 LED sont opérationnels. À première vue, c'est tellement superflu. Mais cela me donne l'opportunité de te montrer comment on peut programmer un bouton poussoir pour lui faire remplir une fonction précise. Ici, il va faire allumer les 10 LED pour s'assurer qu'elles fonctionnent. D'un côté, ce bouton est connecté à la sortie 5 volts de la carte Arduino. De l'autre, il rencontre deux résistances. On appelle cette configuration pull down. Dans un simulateur, cette configuration n'est pas essentielle. Mais avec une vraie carte Arduino, c'est un anti-rebond. Je m'explique. Les contacts d'un bouton poussoir ne sont jamais parfaits.
C'est-à-dire que lorsque l'on appuie sur le bouton, le contact se fait rarement parfaitement. Et comme les entrées numériques sont très sensibles, elles peuvent détecter ces mauvais contacts. C'est ce qu'on appelle rebond. Ça provoque une sorte de crouche-crouche dans les contacts et provoque des valeurs aléatoires. Ce genre de rebond est courant à partir du moment où on utilise un dispositif à contact mécanique. Bouton poussoir, interrupteur ou relais. Ou peut être provoqué par de l'interférence dans un environnement pollué d'ondes électromagnétiques, proche d'un téléphone cellulaire, par exemple. Cela va générer dans le circuit un courant qui peut être interprété comme un signal. Une broche d'entrée numérique pourrait interpréter ces rebonds, comme si on avait appuyé plusieurs fois sur le bouton. Pour réduire ce genre d'inconvénient, on ajoute une résistance pull-down de 10 kΩ entre la masse et la sortie du bouton poussoir. Traduire pull-down, en français ça donne littéralement « tirer vers le bas » ou dans ce cas précis, « tirer vers la masse ». Le rôle d'une résistance pull-down est donc d'éliminer les interférences en les tirant vers la masse. Ce qui donne un signal plus net. Par contre, d'un point de vue mécanique, lorsque tu appuies sur un bouton poussoir, que tu actives un interrupteur ou un relais, le contact n'est jamais parfait. Cela génère des rebonds. Il en va de même lorsque tu le relâches. Ce sont des courants parasites qui peuvent induire l'Arduino en erreur. Or, pour éliminer ces risques, on ajoute simplement un condensateur anti-rebond de 10 nanofarad entre la masse et la broche d'entrée numérique. Ainsi, on n'a plus d'interférence, un contact efficace et sans rebond, bref, un signal clair, net et précis. Ici, on aperçoit le bouton poussoir, d'un côté relié au plus 5 volts. La résistance pull-down de 10 kΩ reliée entre la masse et la jonction de la sortie du bouton poussoir est d'une résistance de 220 ohms. L'autre borne de cette résistance va rejoindre la broche 2. Il ne manque plus que le condensateur anti-rebond. Voilà, le dispositif pull-down et anti-rebond sont en place. Allons dans l'environnement de développement pour voir de plus près comment a été écrit le programme de ce projet. Tout d'abord, on commence toujours par l'entête déclarative. Maintenant rendu à la 5e leçon, on peut se contenter d'un survol très rapide. On peut déjà constater que toutes les variables sont de type integer, donc, chacune des variables correspond à un nombre entier. La première variable assigne le nom btn_test à la broche 2. Cette variable indique au programme que le bouton poussoir test est connecté à la broche 2. Les 10 variables suivantes assignent les 10 LED aux 10 broches numériques, numérotées de 4 à 13. Les deux dernières variables, nommées broche et %, serviront à véhiculer des valeurs de type integer. Et la deuxième variable, pot, qui est égale à A2, doit-on l'ignorer? Oups, désolé. Je pensais en avoir parlé. Ouais, c'est ça. On commencerait-tu à avoir des petites absences? C'est ok, j'y reviens. La variable nommée pot assigne tout simplement le curseur du potentiomètre à la broche d'entrée analogique à 0. Voilà qui complète la partie déclaration. Passons à la partie initialisation. La fonction setup
est elle aussi sans grande surprise. Rendu à la 5e leçon, on commence à bien la connaître. On commence cette fonction par une instruction, for. Rappelons rapidement qu'il s'agit d'une boucle qui contient entre ses parenthèses 3 paramètres. La valeur de départ, la condition de test jusqu'à la valeur d'arrivée, et une fonction d'incrémentation. Ensuite, entre les accolades de cette boucle, la fonction pinMod qui se répétera à l'intérieur de cette boucle tant que la valeur de broche sera inférieure à 14. Autrement dit, ces deux lignes de code assignent le mode output aux 10 broches d'entrée-sortie numérotées de 4 à 13. L'utilisation de for, pour assigner un mode à plusieurs broches qui se suivent, permet de réduire le nombre de lignes d'instruction à écrire. For est souvent utilisé pour exécuter une tâche répétitive. Par exemple, si je veux écrire la valeur low, ou high, à ces 10 broches, je placerai entre ces accolades la fonction digitalWrite comme présentée ici. D'ailleurs, on va l'utiliser un peu plus loin, mais pas dans la fonction setup. Après avoir assigné le mode output aux 10 broches sur lesquelles sont connectés les 10 LED du bar graph, on a la ligne suivante qui utilise la fonction pinMod, cette fois pour assigner le mode input à la broche pot. Pot, c'est la variable qui correspond à la broche analogique A0. C'est elle qui est connectée au curseur du potentiomètre. Ensuite, pinMod assigne le mode input à la broche 2, c'est la variable btnTest. La toute dernière ligne initialise la fonction serial.begin, à un débit de 9600 baux à la sortie de communication série. Cela complète la partie initialisation. On peut maintenant entrer dans la partie exécution qui est le cœur du programme. C'est la fonction loop. La première ligne de code utilise la fonction mathématique map. Je l'ai déjà bien expliqué au début de cette leçon. Ici, on s'en sert pour remapper la valeur de 0 à 1023 provenant du potentiomètre dans une valeur de 0 à 100 qui sera retenue dans la variable %. Ainsi, la variable %, n'affichera pas une valeur réelle de 0 à 5 volts car elle a été convertie en valeur numérique de 0 à 1023 par le convertisseur analogique numérique. Mais, ce que je veux, c'est connaître en pourcentage la position du potentiomètre à mesure qu'elle change. La deuxième instruction commence par if. Traduit par si, en français, if est une instruction qui fait partie de la liste des structures de contrôle. On la rencontre pour la première fois mais comme il s'agit d'une instruction très utilisée, on va prendre la peine de l'explorer de plus près. Comme l'instruction for, if, fait partie des structures de contrôle. L'instruction if recherche une condition et exécute l'instruction, ou le bloc d'instruction qui suit, si la condition est vraie. If est suivi d'une paire de parenthèses contenant ses paramètres, et d'accolades contenant l'instruction. Les paramètres se résument à une condition qui après vérification est vraie, ou fausse. Si la condition est vraie, l'instruction ou le bloc d'instruction entre ces accolades est exécuté. La condition évaluée entre ces parenthèses nécessite l'utilisation d'un, ou plusieurs opérateurs de comparaison. À la base, il y a 6 opérateurs de comparaison. Leur rôle se résume tout simplement à comparer les deux valeurs placées de chaque côté d'un opérateur pour fournir une réponse vraie, ou fausse. Ce tableau nous montre les 6 opérateurs tels qu'enseignés à l'école. Leur signification. Leurs équivalents algorithmiques et C++. On remarquera la similitude des 4 premiers opérateurs algorithmiques et C++. Ils sont identiques. Or, les deux derniers ont une syntaxe différente en C++. La raison de cette différence s'explique par le fait qu'en langage C++, lorsque l'opérateur égal est solitaire, il est considéré comme un opérateur d'affectation et non pas de comparaison. Or, si j'écris A égale B, j'affecte la valeur de B à A. Désormais, A égale 10. Lorsque vous utilisez if, méfiez-vous de l'utilisation accidentelle du signe égal en solitaire. Par exemple, x égale 10 définit la valeur 10 à x. En C++, utilisez plutôt le double signe égal, par exemple if x égale y,
qui est l'opérateur de comparaison et teste si x est égal à y ou non. Cette dernière affirmation n'est vraie que si x est égal à y, mais la première affirmation sera toujours vraie. Lorsque vous utilisez if, et utilisez le double signe égal, par exemple, if x égale y, cela revient à traduire l'instruction par si c'est vrai que x est égal à y, exécute la prochaine instruction. Le deuxième opérateur de comparaison qui demande une attention particulière, c'est le contraire du premier. Il signifie n'est pas égal à. Il se distingue par un point d'exclamation suivi d'un signe égal. Ainsi l'instruction if x point d'exclamation égale y, cela revient à traduire l'instruction par si c'est vrai que x n'est pas égal à y, exécute la prochaine instruction. Les quatre autres opérateurs de comparaison n'ont rien de particulier. Ils sont traduits comme suit. Si c'est vrai que x est inférieur à y, exécute l'instruction. Si c'est vrai que x est supérieur à y, exécute l'instruction. Si c'est vrai que x est inférieur ou égal à y, exécute l'instruction. Et finalement, si c'est vrai que x est supérieur ou égal à y, exécute l'instruction. Bref, l'instruction if va exécuter l'instruction, ou le bloc d'instructions qui la suit, seulement si la condition est vraie. Si la condition est fausse, l'instruction if est ignorée et ignore les instructions qui lui sont affectées. Dans le projet d'aujourd'hui, la première utilisation de if est affectée à l'appel de la fonction test. Ce qui signifie que la fonction test va être appelée seulement si le bouton test est pressé. Rappelons ici que le bouton poussoir est reconnu par la variable btn_test. Cette variable a été déclarée et assignée à la broche numérique 2 et cette broche est en mode input. Donc, ce bouton poussoir ne connaît que deux états. Ces deux états représentent la valeur soit 0, soit 1. Soit 0 volts, soit 5 volts. Soit arrêt, soit marche. Par défaut, le bouton poussoir est égal à 0. Il passe à la valeur 1, seulement s'il est pressé. Or, si je traduis cette ligne complète, cela donnera si c'est vrai que la lecture numérique de la variable btn_test est égale à 1, alors exécute la fonction test. Dans ce projet, la fonction test est une fonction personnalisée située à l'extérieur de la fonction loop, qui a pour rôle de faire allumer les 10 LED du bar graph, et les maintenir allumés pendant 1 seconde avant de quitter la fonction test, et revenir dans la fonction loop. Si le bouton poussoir est relâché, la fonction loop poursuit son défilement jusqu'à la dernière instruction contenue entre ces accolades puis recommence du début. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur la structure de contrôle if, retournons dans notre projet. Comme nous venons de voir, la ligne d'instruction if digital read btn_test égale 1, suivie entre accolades de la fonction test, va appeler la fonction test seulement si btn_test est égal à 1. Par défaut, lorsque le bouton poussoir n'est pas pressé, la valeur de btn_test est égale à 0. Dans ce cas, l'instruction entre les accolades de if est ignorée. Donc, la fonction test est appelée seulement si la condition de if est vraie. Par défaut, la condition de if est fausse. Je dois presser sur le bouton poussoir pour qu'elle soit vraie. Suite à l'instruction conditionnelle, if, la fonction loop poursuit sa lecture et arrive à la fonction que j'ai nommée bargraph. Comme la fonction test, la fonction bargraph est une fonction personnalisée située à l'extérieur des accolades de la fonction loop. Mais contrairement à la fonction test, la fonction bargraph n'a pas de condition à vérifier pour être exécutée. Elle est donc exécutée inconditionnellement. Dès que la fonction bargraph est appelée, c'est exactement comme si le bloc d'instructions qu'elle contient entre ses accolades faisait partie de la fonction loop. Chaque ligne d'instruction est lue de la première à la dernière. La première instruction est une boucle for. Cette boucle a deux rôles. Le premier est d'incrémenter la valeur broche de 4 à 13. Le second est d'écrire la valeur low à chacune de ces 10 broches.
ce qui a pour effet d'éteindre les 10 LED du bar graph à chaque fois que la fonction bar graph est appelée par la fonction loop, soit toutes les 10 millisecondes. Les 10 lignes suivantes sont des instructions conditionnelles commençant par if, et suivies de la fonction digitalWrite. Si je prends if, % plus grand que 0, suivi par digitalWrite, LED 0, virgule, I, point virgule. Cela revient à dire, si c'est vrai que la variable % est supérieure à 0, alors, écris la valeur numérique, I, à la LED 0. Cela implique que la LED 0 ne s'allumera que si, la valeur de la variable % est supérieure à 0. Sinon, la condition est fausse et la LED 0 reste éteinte. Il en va de même pour les 9 lignes suivantes, si ce n'est que la légère variante dans l'opérateur de comparaison qui est supérieur ou égal à. Ainsi, dans la seconde instruction if, la LED 1 s'allumera dès que la variable % sera égale à 10, et restera allumée aussi longtemps que la valeur de % sera supérieure à 10. Démonstration. Le moniteur série a été programmé pour afficher la valeur de la variable %. Dois-je rappeler que cette variable représente la position du potentiomètre? Grosso modo, tout se passe dans la fonction loop. La ligne qui vient immédiatement après la fonction bar graph est la fonction moniteur. Cette dernière fonction affiche dans le moniteur série la valeur de la variable %. Dans ce projet, il s'agit d'une fonction facultative, tout comme le bouton poussoir pour tester les LED du bar graph, mais je considère pratique d'apprendre à s'en servir car on les retrouvera dans différents projets. Pour ceux que ça intéresse, ce projet est partagé grâce au lien que j'ai placé dans la description au bas de cette vidéo. Parlant de partage, n'oubliez pas de partager cette présentation avec vos amis afin de contribuer à sa popularité. En effet, je ne compte pas mes heures pour réaliser une série de vidéos lorsque sa popularité est suffisante pour me motiver. Aussi, je me base sur le nombre de visionnements, de j'aime et des commentaires reçus pour réaliser une nouvelle leçon. En espérant vous revoir bientôt et en plus grand nombre, merci de votre attention et rendez-vous à la 6e leçon, si Dieu le veut. Easy Weekend Project.